لا تشرب حلة تحلط على الوسطى. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, un attentat en plein cœur d'Ankara, en Turquie, près de la principale gare de la capitale. La cible, un rassemblement d'opposition en faveur de la paix. Il y aurait au moins 86 morts et près de 150 blessés. Les forces de sécurité intérieure réitèrent leur engagement en faveur de la liberté d'expression au Liban et appellent les manifestants anticorruption à ne pas diaboliser les forces de l'ordre. Les forces russes intensifient leurs frappes aériennes en Syrie. Le groupe de l'État islamique s'est rapproché d'Alep, la grande ville du nord du pays. Et au Proche-Orient, les violences gagnent Gaza et le Hamas parle de nouvelle intifada. 6 jeunes de Gaza, dont un de 15 ans, ont été tués et 80 autres blessés. Un attentat en plein cœur de la capitale turque. Les explosions se sont produites vers 7 h ce samedi matin, près de la principale gare d'Ankara. Selon le ministère de l'Intérieur, il y aurait au moins 86 morts et près de 150 blessés. Un bilan qui ne cesse de s'alourdir. Cette double explosion intervient quelques heures avant un rassemblement de l'opposition en faveur de la paix. Cécile Galoussio nous en dit plus. La marche pour la paix a tourné au bain de sang. Vers 10 h heure locale, une double explosion a retenti vers le centre-ville près de la gare ferroviaire, poussant des centaines de personnes à s'enfuir. Quelques instants plus tard, les drapeaux des manifestants recouvrent les dizaines de corps qui jonchent le sol. Juste ici derrière deux banderoles, il y a une explosion et nous sommes tombés au sol. Puis il y a une deuxième détonation, mais celle qui explosait ici était très forte. Pour l'instant, l'origine des explosions n'a pas encore été déterminée, mais les autorités ont d'ores et déjà annoncé qu'il s'agissait d'un attentat terroriste. Les militants étaient réunis près de ce carrefour. Ils devaient entamer dans l'après-midi une marche pour la paix à l'appel de plusieurs syndicats et partis de gauche, dont le parti pro-kurde, le HDP. Un rassemblement pacifiste contre la reprise des violences entre les forces de sécurité turques et les séparatistes kurdes dans le sud-est du pays. Depuis plusieurs mois, la Turquie est en proie à de vives tensions qui ont fait voler en éclats le fragile cessez-le-feu en place depuis mars 2013. À cela s'ajoute la menace djihadiste de l'organisation État islamique et enfin le climat politique tendu à 3 semaines des législatives anticipées. Dans ce contexte, le parti pro-kurde a une nouvelle fois accusé les autorités de négliger leur sécurité. Certains manifestants s'en sont pris directement aux forces de l'ordre, qui ont alors dispersé la foule en tirant en l'air. Ne diabolisez pas les forces de l'ordre, un appel des FSI aux activistes des mouvements anticorruption au Liban, 2 jours après la manifestation à Place des Martyrs qui a dégénéré en émeute. Le porte-parole des forces de sécurité intérieure a tenu cet après-midi une conférence de presse pour redire l'engagement des FSI en faveur de la liberté d'expression. Une liberté qui ne devrait pas dégénérer en chaos, selon le colonel Joseph Moussalem. On l'écoute. La liberté d'expression est prévue par la Constitution. Elle est sacrée et elle est née avec l'humain. Nous croyons en cette liberté d'expression et de réunion au sein des forces de sécurité intérieure. Mais ces libertés sont régies par la loi. Toute expression d'opinion dans la rue n'est pas absolue. Elle ne peut dégénérer en chaos. Informer les autorités de la tenue d'une manifestation 3 jours à l'avance est obligatoire. Cela est nécessaire afin d'assurer la coopération entre les autorités et les organisateurs des mouvements. Les noms des organisateurs, l'itinéraire, la date et un engagement en vue d'assumer les responsabilités des dérapages font partie de la déclaration d'une manifestation aux autorités. À défaut de quoi, toute manifestation qui n'a pas été notifiée aux autorités est illégale. Certains nous traitent de chabiha, de voyous. Cela est insupportable. Ne tentez pas de nous diaboliser afin de créer un fossé entre les forces de l'ordre et la population. Cela est dangereux. Laissez-nous travailler. Nous avons de lourdes tâches à accomplir.
Les agents des forces de l'ordre qui ont commis des infractions seront également sanctionnés. Cela a déjà été le cas suite aux ordres du ministre de l'Intérieur, Nohad Machnouk. Plusieurs manifestants de collectifs civils se sont regroupés devant le commissariat de Ramlet El Baïda, près de l'UNESCO, pour réclamer la libération d'activistes toujours détenus depuis les heures de jeudi. Le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire, le juge Saker, a de son côté engagé ce samedi des poursuites contre 11 détenus et 19 fugitifs. Ils sont tous impliqués dans les émeutes de jeudi, place des Martyrs. Ces personnes sont accusées de vandalisme, d'avoir lancé des pierres contre les forces de l'ordre, avoir eu recours à la force contre elles, ainsi que d'avoir endommagé des biens publics et privés. Les détenus ont été déférés devant le premier juge du tribunal militaire. Dans le reste de l'actualité, l'armée russe intensifie ses frappes aériennes en Syrie. Le groupe de l'État islamique s'est rapproché d'Alep, la grande ville du Nord. Les djihadistes se trouvaient hier à une dizaine de kilomètres. Les États-Unis et la Russie sont prêts à reprendre des discussions ce week-end à propos de la sûreté de l'espace aérien en Syrie. Les États-Unis ont en tout cas perdu la main. Le président Barack Obama a décidé d'arrêter le programme pour entraîner des groupes syriens anti-État islamique. Au lieu de former des combattants, le Pentagone va désormais livrer des armes au cas par cas. Il va armer directement les combattants. Le récit de Leila Sali. Juin 2014, quelques jours après la chute de la ville irakienne de Mossoul, les États-Unis débloquent 500 millions de dollars. Objectif, entraîner et former 15 000 rebelles syriens en 3 ans pour lutter contre le groupe État islamique. Moins d'1 an et demi plus tard, le Pentagone et la Maison-Blanche sont obligés de revoir ce programme. Je ne suis pas satisfait des premiers résultats. Nous allons donc chercher des moyens différents pour atteindre les mêmes objectifs stratégiques. À peine une soixantaine de combattants sur les 5000 prévus la première année ont été formés dans des centres en Turquie et en Jordanie. En juillet, la plupart d'entre eux ont été attaqués par un groupe lié à Al-Qaïda dès leur arrivée en Syrie. Ceux qui n'ont pas été tués ou capturés ont pris la fuite. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il y avait des problèmes concernant la formation de certains de ces combattants de l'opposition modérée. Maintenant, nous allons mettre davantage l'accent sur l'équipement plutôt que sur l'entraînement. Au lieu de former des combattants, le Pentagone va désormais livrer des équipements et des armes à des chefs de groupe déjà présents sur le terrain. Pour l'instant, Washington n'a donné aucune information sur l'identité de ces groupes, ni sur la nature des armes. Restez des nôtres au retour de la pause. Démonstration de force pour les 70 ans du Parti communiste nord-coréen. Retour sur le plateau de l'info, la situation au Proche-Orient. 2 Israéliens ont été blessés ce matin à Jérusalem, une nouvelle attaque à l'arme blanche. Hier, on a compté 7 morts à Gaza. Les Palestiniens enterrent ce samedi leurs morts. Le récit de Sophie Guignon. Sous l'étendard du Hamas, ces Palestiniens enterrent l'un des leurs. Un jeune membre du groupe islamiste tué dans la nuit à Chouafat lors de heurts avec les forces israéliennes. Plus tard dans la matinée, un adolescent de 16 ans a été tué par la police israélienne. Il avait agressé 2 juifs ultra-orthodoxes au couteau près de la vieille ville. Blessés, les 2 civils ont été transférés à l'hôpital. L'enjeu de ces violences, le statut de l'esplanade des mosquées, lieu saint de l'islam et du judaïsme. Les juifs ont le droit de s'y rendre, mais pas d'y prier, ce que certains contestent. C'est justement la crainte des Palestiniens que des groupes de juifs, voire d'élus, organisent des visites régulières sur le site. Vendredi, lors d'une manifestation à Khan Younes dans la bande de Gaza, le Hamas a brandi la menace d'une 3e intifada à Jérusalem, Al-Quds en arabe. L'intifada d'Al-Quds a commencé. Nous ne reviendrons pas en arrière. L'ennemi sioniste est entièrement responsable et a dépassé toutes les lignes rouges. Il a offensé et déclenché la colère de notre peuple sur la définition très particulière du statut de la mosquée d'Al-Aqsa. Un changement de statut démenti par le Premier ministre israélien. Benjamin Netanyahou a déclaré qu'il ne comptait pas modifier les règles de ce site appelé le Mont du Temple par les Juifs. Mais rien n'y fait, les violences s'étendent à la bande de Gaza. Dans un tout autre registre, pour son 70e anniversaire, le Parti communiste nord-coréen fait les choses en grand.
Parade militaire, chant patriotique à la gloire du parti unique des travailleurs et chorégraphie impeccable sous le regard de Kim Jong-un, le numéro 1 du régime de Pyongyang. À cette démonstration de force s'ajoute un discours belliqueux. La Corée du Nord se dit prête à faire face à toute guerre provoquée par les États-Unis. Des milliers de soldats déferlent par vagues, au pas de loi, des chars dans les rues de Pyongyang, exhibant des missiles. Même la population a rejoint la parade. Retransmission en direct à la télévision nationale. Commentaires pleins de ferveur. Un défilé, vaste opération de propagande orchestrée par Kim Jong-un, héritier d'une dynastie au pouvoir depuis 70 ans. Rien n'est assez grand pour mettre en scène les 3 générations de Kim. Portrait du père et du grand-père. Seule délégation étrangère présente, la Chine en invité d'honneur à gauche du dictateur. Kim Jong-un s'est aussi adressé à la communauté internationale. En marge du défilé, il a expliqué que son pays était prêt à faire face militairement aux États-Unis pour défendre le ciel bleu de sa patrie, patrie sous la coupe de ce régime totalitaire depuis 7 décennies. 14e femme à obtenir le prix Nobel de littérature, la Biélorusse Svetlana Alexievitch a été récompensée cette semaine par l'Académie suédoise pour son œuvre polyphonique mémoriale de la souffrance et du courage à notre époque. Son portrait signé Ashreen Verdian. Svetlana Alexievitch. Tonnerre d'applaudissements pour celle qui était pressentie depuis longtemps pour la consécration suprême. L'Académie suédoise a qualifié l'œuvre de la dissidente biélorusse de mémorial du courage de notre époque. Ce n'est pas seulement une récompense pour moi, c'est aussi une récompense pour notre culture, notre petit pays, qui dans son histoire a traversé et encore aujourd'hui traverse des épreuves. Il a toujours été mis sous pression. Âgée de 67 ans, la journaliste et écrivaine est farouche opposante au régime de Loukachenko, une voix importante de la dissidence en Biélorussie, l'un des derniers régimes autoritaires d'Europe. Elle est l'auteure de livres très réalistes sur les grandes tragédies de l'époque soviétique, avec notamment La guerre n'a pas un visage de femme, sur la Seconde Guerre mondiale, Cercueil de zinc, sur la guerre en Afghanistan ou encore sur la catastrophe de Tchernobyl avec La supplication. Des ouvrages censurés dans son pays. Depuis des dizaines d'années, elle décrit l'individu soviétique et post-soviétique en enregistrant des témoignages sur magnétophone. Elle en tire des romans documentaires qui sont sa marque de fabrique. Toute l'œuvre de Svetlana Alexievitch, c'est un ensemble de témoignages orchestrés un peu comme une chorale, un chœur polyphonique où il n'y a pas de grands héros individuels, mais une sorte de clameur de masse. Et donc, elle a voulu créer le personnage collectif qui est l'homme soviétique. Svetlana Alexievitch, déjà lauréate du prix Médicis de l'essai en 2013, est la 14e femme à remporter le prix Nobel de littérature. La NASA a mis en ligne 9000 photos prises par les astronautes américains durant les différentes missions du programme Apollo. Les clichés ont été numérisés afin d'être dévoilés pour la première fois en haute définition. Le 20 juillet 1969, on connaît ces images, retransmises dans le monde entier. Mais il y a aussi ces photos. Premier selfie dans l'espace. Neil Armstrong et Buzz Aldrin immortalisent leur petit pas pour l'homme, bond de géant pour l'humanité. De 1968 à 1972, l'histoire des missions Apollo à travers ces clichés. Il dévoile la vie des 12 astronautes qui sont allés sur la Lune. Tout y est, jusqu'aux petits détails de leur quotidien dans l'espace. Première expédition en Jeep, les bouts de lune et de roche, l'intérieur des capsules. Ces photos prises en 1972 par l'équipage d'Apollo 17 signent la fin d'une épopée. Ils sont les derniers hommes à être allés sur la Lune. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres.
Vous le voyez, cet attentat en plein cœur de la capitale turque, près de la principale gare d'Ankara, la cible un rassemblement d'opposition en faveur de la paix. Il y aurait au moins 86 morts et près de 150 blessés. Et les FSI réitèrent leur engagement en faveur de la liberté d'expression et appellent les manifestants anticorruption à ne pas diaboliser les forces de l'ordre. L'armée russe intensifie ses frappes aériennes en Syrie. Le groupe État islamique s'est rapproché d'Alep, la grande ville du Nord. Et au Proche-Orient, les violences gagnent Gaza et la Hamas parle de nouvelles intifada. 7 jeunes de Gaza, dont un de 15 ans, ont été tués et 80 autres blessés. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur notre antenne et très bon week-end.